Cette semaine, avec la 5 et Lancet, jouez et gagnez 10 mini-chaînes laser en répondant à la question suivante. Envoyez votre réponse sur carte postale à cette adresse. Lancet, boîte postale 200, 95 106, Argenteuil-Cedex. Voici la bonne réponse de la semaine dernière. Les gagnants seront prévenus individuellement. Bonne chance et à dimanche prochain sur la 5. Lancet, une nouvelle dimension. Tout de suite, Paris-Le Cap, la spéciale. Tous les temps forts de l'étape du jour. Pour les fêtes, la malédiction de l'Opale, c'est l'hyperaventure. Une poursuite à tombeau ouvert avec pour seul mobile l'appât du gain. J'ai des informations qui peuvent être très précieuses pour vous. Dans le bush australien, la loi est faite pour les aventuriers. Et ce n'est pas la police qui viendra les déranger. Objet de toutes les convoitises, une pierre de grande valeur, solidement défendue par une armée privée. Pour la récupérer, Kate et Harry n'ont pas le choix des moyens. Lundi 20h50, la malédiction de l'Opale. Une pierre qui s'échange contre une pierre tombale. Bientôt sur la 5, Charlotte Gainsbourg et l'effrontée, un film de Claude Miller. C'est incroyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. Tout est moche ici, salut. Prochainement sur la 5, l'effrontée, Charlotte Gainsbourg crève l'écran. Paris-Le Cap. Tous les soirs, l'événement sportif, c'est la spéciale. Avec l'équipe de la 5, vous refaites l'étape aux côtés des pilotes. Les temps forts, les exploits, les duels, les abandons. Un parcours tout en images dans les plus fabuleux décors. Paris-Le Cap, un événement exceptionnel. Sur la 5, une couverture exclusive avec 3 rendez-vous. L'arrivée de l'étape à 18h30. Le résumé à 20h30. La spéciale. Le rallye de légende, c'est sur la 5. Total s'engage dans le rallye Paris-Le Cap 92. Ce soir, 0h45, Paris-Le Cap, la spéciale. Un événement exceptionnel, une couverture exceptionnelle. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi si tu m'aimes. Avec la 5, Rallye Total Paris-Le Cap, la spéciale. Total s'engage dans le rallye Paris-Le Cap 92. Bonsoir à tous, merci d'être à l'heure de Top Chrono. Nous sommes à Toumou en Libye, une des spéciales très attendues du rallye. Nous sommes par une température glaciale, en train d'attendre les derniers concurrents qui arrivent. Il y en a en ce moment dernier mois, il en manque pour l'instant une vingtaine, peut-être pourrons-nous tout à l'heure en interroger quelques-uns. Ici même, il y a 50 ans, les soldats de la division Leclerc passaient le réveillon. Nous, c'est un peu plus tôt. Il fait sans doute le même temps qu'à l'époque, extrêmement froid, assurément en dessous de 0. La journée a été très importante. Nous allons la vivre complètement grâce à un résumé d'Éric Bail et de Vincent Régnier. Ce matin, au départ de la spéciale, le leader de la course était Bruno Sabi. En ce début de spécial, une grande première, Bruno Sabi ouvre la piste pour son premier rallye raid. Il est au terme de la 3e étape en tête du classement général et c'est donc lui qui a, avec son coéquipier Pascal Mémon, le redoutable privilège aujourd'hui de tracer la voie. Il est suivi par Salvador Servia et tous les autres favoris de ce Paris-Le Cap. Et il y avait un petit peu d'appréhension quand même ce matin
au départ Bruno Sabi. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Et bien sûr, c'est angoissant parce qu'on ne voit pas de traces, on est obligé de la faire. De temps en temps, on tombe sur des pistes, mais il n'y en a pas toujours. Alors c'est effectivement plus difficile, mais bon, il faut accepter, il faut assumer le rôle de leader, mais de toute façon, on ne veut pas en rajouter, alors on fera ce qu'on pourra et on fera le point ce soir. Votre tactique aujourd'hui, c'est ménager de la mécanique alors? Bien, j'ai cru comprendre que la piste était très dure, très cassante. Alors je crois qu'on n'en est qu'au début du rallye, c'est le 4e jour. Il ne faut surtout pas trop fatiguer la voiture, ce serait quand même dommage, étant donné que dans l'équipe, il y a quand même pas mal de voitures derrière. Alors c'est pas la peine, à mon avis, de vouloir fatiguer trop l'auto. Alors on va essayer de faire une étape sage. Alors que les hélicos de la 5 sont en train de travailler, eh bien nous retrouvons Bruno Sabi qui s'est tiré à merveille hier de l'étape de navigation et qui affichait ce matin donc une relative sérénité en nous disant que de toute façon il n'était pas là pour gagner, c'était lui le premier surpris de se retrouver en tête. Le rallye de Monte Carlo, m'a-t-il dit, je l'ai couru 13 fois avant de pouvoir le gagner, c'était en 88. Eh bien ce Paris-le-Cap, je ne cherche pas à le gagner cette année, je veux apprendre, assurer pour gagner plus tard, pour m'imposer soit dans le Paris-le-Cap, soit dans le Paris-Pékin. Mais attention, car après N'Djamena, lorsque les pistes du Paris-le-Cap ressembleront davantage à celles du championnat du monde des rallyes, eh bien si à cet instant-là, Bruno Sabi est encore en tête du classement, ce sera peut-être très difficile pour les autres concurrents d'aller le chercher. Derrière Bruno Sabi, maintenant la Lada de Salvador Servia. L'équipage Servia Puig, les Catalans, 2e du général, qui ne se sont pas affolés hier. Ils ont roulé à leurs mains et réalisé une très belle spéciale qu'ils ont terminée à la 6e place. Même s'ils ont perdu la tête du général, l'important pour eux, c'est de durer. Car ils sont malins, très très malins. Ayant remarqué hier que Bruno Sabi le suivait, eh bien Salvador Servia a décidé de faire un arrêt pipi, comme on dit, pour laisser passer le Français et choisir ensuite son cap, même si cela ne lui a pas très bien réussi, puisque finalement Sabi a très bien navigué. Eh bien Servia a joué intelligemment. Écoutez le moteur Porsche de la Lada. Une voiture qui a été fiabilisée. Les mécanos ont juste fait une petite remise en état cette nuit. Rien de sérieux. Et voici maintenant l'Africain Hubert Auriol, 4e du général, à 40 minutes de Bruno Sabi. Hubert Auriol et Philippe Monet, ce sont eux qui l'année passée sur la Lada Samara s'étaient imposés au terme de la spéciale qui nous menait à Toumou. Ils sont donc sur leur terre. C'était la première victoire des Lada l'an dernier. Auriol en ayant remporté 2. Hier, aucun problème de navigation pour les deux hommes. Il faut dire que Philippe Monet est un expert en la matière. Ce début de spécial est très très rapide, avec de temps en temps quelques petites ornières qui obligent les pilotes à ralentir. Mais aucun véritable problème, ce sera plutôt pour la deuxième partie de cette spéciale. Eux aujourd'hui, incontestablement, ils méritent un coup de chapeau. C'est la Nissan numéro 215 de Paul Belmondo et Alain Gabé, alors que Jackie X est en train de les doubler comme une fusée, car X est parti derrière Belmondo et Gabé, qui sont très bien classés
au Général X et Dominique Lemoine qui se sont perdus hier par la faute d'un court-circuit dans leur système de positionnement par satellite. Ça, c'est vraiment ralent juste dans l'étape de navigation. Ils sont donc très attardés à la 14e place du Général avec près de 2h20 de retard sur Bruno Sabi. Revoilà Belmondo et Gabet, 13e du classement. Ils étaient ce matin intercalés entre Vatanen et X avec ce Nissan Terrano dans la catégorie T2, c'est-à-dire un véhicule de série qui a été amélioré pour participer au Cap. Paul Belmondo, à qui la Libye réussit d'une manière générale assez bien, mais il n'a jamais été aussi bien classé sur un Paris-Dakar, c'est son 3e. Copiloté par ce grand navigateur qui est Alain Gabet, un ancien vainqueur notamment de la course de l'Europe, dont il avait gagné quasiment toutes les étapes, et qui fut aussi 2e de la Whitbread derrière un certain Eric Tabarly. Alors Paul Belmondo poursuit une carrière de pilote en Formule 3000, mais il aime bien s'attaquer aussi au rallye raid. On en profitera pour saluer son père, Jean-Paul Belmondo, qui doit certainement nous regarder pour avoir des nouvelles du fiston. Et bien voilà, c'est fait. C'est vraiment une très belle performance pour une voiture de série améliorée que d'être aussi bien placée au classement général. Harry Vatanen, parti 12e ce matin, qui a déjà rattrapé le Mercedes de l'italien Germanetti, est en train de revenir sur la Nissan des Espagnols Tora et Selga, qui le précède également au classement général après les ennuis qu'a connu le Finlandais il y a 2 étapes en cassant sa suspension arrière droite. Nous sommes ici sur un terrain cassant, Vatanen a coupé, il n'est pas resté sur la piste, mais cela n'est pas suffisant pour être repassé devant la Nissan. Alors là, regardez, c'est évident, Vatanen ne peut pas rester sur la piste s'il veut doubler la Nissan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vent. Ce qui fait que la poussière du véhicule n'est pas évacuée et aveugle complètement le pilote qui se trouve derrière. Alors Vatanen voudrait bien passer, mais regardez, le terrain est terriblement cassant sur la droite de la piste, qui elle est sablonneuse et beaucoup plus roulante. Vous voyez là, il y a un petit espace où la poussière a été légèrement évacuée par le vent de travers, mais il est impossible de se rapprocher et de coller à l'arrière de la Nissan sans être aveuglé. Alors voilà, là il y a une portion beaucoup plus roulante, ça y est, il a appuyé et il va certainement réussir à passer. Il faut qu'il dépasse la Nissan, en tout cas avant la prochaine zone cassante. Il se rapproche. Attention parce que les difficultés là ne sont pas indiquées. Il peut y avoir des ornières. Les 2 voitures, voilà. Vatanen, ça y est passé. Était toute proche. Et le Finlandais, après avoir remporté la spéciale hier, est en train maintenant, je ne dirais pas de jouer son va-tout car le rallye est encore long. Mais son retard au classement est très important. Il ne faut plus qu'il perde de temps. Il est à plus de 2 heures de Bruno Sabi. Et non seulement il doit compter sur lui-même, c'est-à-dire réaliser des très bons temps des scratchs, mais aussi maintenant compter sur des problèmes mécaniques ou des erreurs de navigation de ses principaux rivaux. On a crevé 2 fois pendant 200 premiers kilomètres, alors pour les 300 derniers kilomètres, nous n'avions pas le roue de secours, c'était un peu... Mon cœur était là toujours, mais heureusement pas 3e crevaison. Appréciez le travail de cette roue avant gauche de Jean-Louis Schlesser. Son buggy, 2 roues motrices, les roues arrière évidemment, mais 4 roues indépendantes. Avec 2 amortisseurs à l'avant, 5 amortisseurs à l'arrière et une excellente tenue de route, quel que soit le terrain. Vous voyez comme le buggy ne saute pas énormément, il est collé à la piste.
même lorsque celle-ci est creusée d'ornières. Et je peux vous dire que Jean-Louis Schlesser ne chôme pas sur cette partie plutôt rapide. Il doit être aux environs de 170-180 km à l'heure. Schlesser, toujours 5e du classement général, alors que vous pouvez entendre, là aussi, parce que ce sont les plus brillants, comme celui de la Lada, le moteur Porsche qui équipe le buggy. Nous sommes en train de remonter dans un canyon pour essayer de retrouver l'une des voitures de tête. Et actuellement, alors que nous sommes à la fin du premier quart de la spéciale, nous avons 3 Mitsubishi en tête. Bruno Sabi, Shinozuka, un petit peu plus loin derrière, Hubert Auriol. Et ensuite vient Salvador Servia. Shinozuka va maintenant passer une voiture de l'organisation qui semble avoir quelques difficultés d'ailleurs à s'extraire du sable. Avec précaution, il double les motards. Il y a beaucoup de motards qui ont des problèmes dans cet endroit. Shinozuka va encore en dépasser un. Il y en a encore un autre un petit peu plus loin. Ah, c'est un canyon fossoyeur de motards ici. Le sable doit être très mou. On le voit d'ailleurs ici avec la Mitsubishi qui peine un petit peu pour s'arracher à cette zone de sable mou. Encore un motard en difficulté. Il y en a encore un autre un petit peu plus loin. Vous allez le voir dans quelques secondes, alors que Shinozuka, vous le voyez, progresse là 30-40 km/h, pas plus. Voici le motard dont je vous parlais. Shinozuka qui avait abandonné l'année passée après avoir fait une dizaine de tonneaux dans l'étape qui menait à Agadez. Il avait fallu évacuer son copilote, le Français Henri Magne, en hélicoptère. Attention aussi à Shinozuka car il est bien classé et cette année il est particulièrement en confiance puisqu'il est devenu le premier pilote japonais de l'histoire à remporter un rallye de championnat du monde. C'était celui de Côte d'Ivoire. C'est un pilote à la fois très rapide et très sûr, même s'il a eu cet accident l'an dernier. Il est très souvent à l'arrivée et casse assez rarement. Hubert Auriol à son tour dans ce canyon. Regardez le pneu avant, il souffre sur des pierres qui ont l'air particulièrement tranchantes. Attention à la crevaison. Là maintenant il faut s'arracher du sable mou. Voilà une portion un petit peu plus dure maintenant qui permet à Auriol de relancer son Pajero avant une nouvelle zone de sable mou qui est déjà bien marquée par les traces des autres véhicules qui sont passés, auto, moto et camions de l'organisation. Ce sera donc encore plus dur ici pour les derniers concurrents tout à l'heure. Et surtout les derniers camions. Voilà, et juste pour faire un petit peu de tourisme, eh bien, nous sommes montés très haut avec l'hélicoptère de Frédéric North pour pouvoir découvrir l'intégralité de ce canyon sinueux dans lequel les concurrents
s'engouffrent tour à tour. Nous avons posé notre hélicoptère au kilomètre 180 de la spéciale. Pour l'instant sont passés Shinozuka, Sabi, Oriol et Weber, c'est-à-dire 4 Mitsubishi. Voici maintenant la première Citroën, c'est celle d'Ari Vatanen qui fait une remontée terrible, alors que vous voyez Jean-Louis Schlesser, lui, s'est arrêté. Il a connu quelques problèmes en début de spéciale. Jean-Louis, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? J'ai crevé. C'est le trip qui marchait plus. Voilà, problème de trip master, ce qui explique que nous n'ayons pas vu Jean-Louis Schlesser au début de la spéciale. Une crevaison qui a donc permis à Vatanen de le passer, mais pour l'instant Schlesser est toujours devant les autres Citroën. Ari Vatanen est maintenant en train de rattraper Salvador Servia sur Salada. Un Servia qui a l'air de ménager sa monture aujourd'hui, à moins qu'il connaisse certains problèmes. Voici Vatanen qui vient de reprendre 20 minutes à Servia, puisqu'il s'était élancé en 12e position et l'Espagnol en 2e. Vatanen ne sera très certainement pas loin aujourd'hui du temps scratch, une nouvelle fois comme hier, dans cette spéciale qui nous mène à Toumou. Nous, on a allé exagérément doucement sur les cassants. C'était très cassant, c'était dangereux pour les pneus. Et alors, on a pensé, quand on a vu comme ça a été, que les camions allaient arriver trop tard aujourd'hui. Et alors, on a dit qu'il faut aller doucement pour préparer l'étape de demain, quand même, on sait que c'est très dur. On a doublé Fontenay, Sabi, Servia avant la montagne. Puis après, taquet. On a fait bien attention pour pas crever parce qu'il y avait et de quoi crever et de quoi s'envoler. Et bon, pour l'instant ça va. Aussi a disparu, Bruno, que s'est-il passé exactement? Bah, tout simplement, là on était donc dans la poussière de Hubert. On n'avait pas une grande visibilité, puis on s'est fait piéger par cette cuvette et effectivement on est parti en donnant par l'avant. On a dégradé là, un demi-train arrière droit et maintenant il va falloir attendre le camion, donc on est là pour un bon bout de temps. Directement le camion, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution avant pour pouvoir repartir? Je ne pense pas que Fontenay ait la pièce dans sa voiture, je crois qu'il faut attendre le camion. Alors là c'est une grosse désillusion. Oui effectivement, bon, on savait que ça pouvait arriver, mais bon c'est dommage que ça arrive là si bêtement, quoi. Enfin c'est vrai que quand on est dans la poussière, on voit pas toujours toutes les difficultés du terrain. Bon ben voilà. On va le voir tout à l'heure en montrant les traces, mais vous étiez donc dans la poussière d'Hubert Oriol, vous avez dû vous écarter un petit peu, je présume, sur la droite, et c'est à ce moment-là que vous avez pris la bosse. Oui, effectivement, vous pouvez voir, on roule décalé, on roule légèrement décalé pour pouvoir justement voir quelque chose, mais malgré ça, il y avait quand même pas mal de poussière. Voilà quoi, ça fait piéger. À quelle vitesse à peu près à ce moment-là? Oh, je sais pas, non, on a tombé des rapports quand on a vu le trou, on l'a vu arriver, mais bon... ça a décollé, pas à une très grande vitesse parce qu'on voit les impacts, donc des tonneaux, je sais pas. Merci Bruno Sabi, on voit Pascal Mémon donc est en train de travailler. Tout ce qu'il va pouvoir faire maintenant fera gagner un petit peu de temps tout à l'heure lorsque l'assistance arrivera. Bruno Sabi est arrivé ce soir aux environs de 19 h. La nuit était tombée depuis longtemps. Il a atteint Toumou 5 heures après les premiers et rétrograde à la 22e place du classement. Pour terminer, à l'entrée du vrai désert, il faut saluer la performance de Philippe Vanberg et Michel Ventourou sur leur Toyota qui termine 9e de la spéciale et confisque la première place du classement des voitures de série améliorées à Paul Belmondo et Alain Gabé, arrivés avec 3 heures de retard. Un exploit salué comme il se doit par un public nombreux et enthousiaste. Nous sommes toujours à Toumou sur la ligne d'arrivée par un froid qui pince de plus en plus. Vous voyez sans doute derrière moi l'équipe du poste d'arrivée de chronométrage, les commissaires aussi. Et puis Michel Merel, le team manager de l'équipe Cagiv Agence Salaven, qui attend l'un de ces camions d'assistance, l'un de ces 4 camions qui lui n'est pas encore arrivé. On va tout de suite se projeter à quelques centaines de mètres d'ici au bivouac chez Mitsubishi avec Eric Weil. Eric qui est juste à côté de la voiture de Bruno Sabi sur laquelle les mécaniciens doivent travailler en ce moment. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir, nous sommes dans un camion d'assistance chez Mitsubishi, l'un des premiers camions à être arrivé. Qu'y a-t-il dedans? C'est là où les mécaniciens travaillent. Eh bien, des roues de secours, des arbres de transmission, des étriers de frein, tout ça pour travailler le plus rapidement possible sur les premières voitures à arriver. Alors maintenant, on va faire le parcours du mécanicien qui sort de son camion, qui se déplace vers les voitures. Il y a ici celle d'Erwin Weber. Ensuite, juste à côté, les mécanos sont au travail, celle de Jean-Pierre Fontenay, et celle qui va donner aujourd'hui le plus de travail à l'écurie Mitsubishi, c'est celle de Bruno Sabi que vous avez vu effectuer des tonneaux aujourd'hui. On va s'approcher de Bernard Mengré qui s'occupe de cette voiture. Un état des lieux, je dirais, combien d'heures de travail, qu'est-ce que vous allez devoir changer sur cette voiture? On va faire le maximum, mais il faut y passer la nuit là, c'est certain. On fera le maximum pour la faire rouler. Quelles sont les pièces principales à changer? Nos parties mécaniques, elle a très bien tenu le choc, toute la structure tubulaire n'est pas déformée, l'avant et l'arrière au niveau des composites, la carrosserie. Jusqu'à présent, tout allait bien chez Mitsubishi. Ce problème de Bruno Sabi, est-ce que ça affecte un petit peu le moral des mécanos? Non, pas du tout. Non, c'est la course. C'est la course, mais on fera tout ce qu'il faut pour faire rouler cette voiture. Voilà, ça c'est important, faire tout ce qu'il faut pour la faire rouler. Alors justement, nous allons bouger un petit peu. Regardez, ça travaille très dur dessous la voiture de Bruno Sabi pour rejoindre Ulrich Bremer, le patron de cette écurie. C'est important de faire repartir Bruno Sabi parce que vous voulez qu'il acquiert encore un petit peu plus d'expérience. Il vient de démarrer dans les raids il y a 4 jours, il était en tête. Il a encore beaucoup de choses à apprendre et j'aimerais bien que la voiture reparte demain et surtout pour lui faire apprendre la partie dunes. L'Afrique noire, il connaît déjà, mais surtout la partie Tirkou, Agadem, les dunes, parce que ça fait partie du Dakar. Et on va tout essayer pour qu'il soit prêt demain matin. Merci beaucoup. Un petit coup de chapeau. Ils sont là, sous la voiture. Ils vont y passer 3, 4 ou 5 heures. Ils ne vont pratiquement pas dormir. Ce sont les mécanos qui, chez Mitsubishi, comme dans toutes les écuries ici sur le Paris-Dakar, travaillent jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin. Eux, ils dormiront demain après avoir terminé leur travail et fait tout leur possible pour remettre cette voiture en état. On travaille aussi chez Citroën où nous allons retrouver maintenant Jean-Luc Roy. Nous avions hier ici même Guy Fréclin. Place maintenant à ceux qui travaillent sur les voitures. Avec Jean-Luc, des Citroën pour l'instant en retrait par rapport au Mitsu. Jean-Luc ? Ce soir à Toumou, Citroën réalise un tir groupé entre la 6e et la 9e place. Pour le moment, donc Mitsubishi est un petit peu devant. Alors que se passe-t-il, François-Xavier? Pourquoi les Citroën un peu en retrait pour le moment? Je m'exprimerai au plan technique. Je dirais qu'il y a d'autres éléments que le plan technique, mais au plan technique, on a rencontré quelques incidents sur nos voitures. Sur la voiture de Pierre Lartigue aujourd'hui, on a eu un problème d'alternateur qui l'a retardé. Le moteur s'est arrêté, il a dû changer de batterie, changer d'alternateur. Ensuite, il a une vis de suspension qui s'est desserrée, donc il avait une roue arrière un peu libre qu'il a fallu fixer. Donc il a été obligé d'attendre l'assistance rapide pour réparer ces deux incidents. Lui a perdu du temps. Sur les autres voitures, on a rencontré un bon nombre de crevaisons. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on a rencontré beaucoup plus de crevaisons que chez Mitsubishi. Alors pourquoi ce problème de crevaison? On sait que vous avez le même fournisseur de pneumatiques. Est-ce que c'est dû à une mauvaise pression de gonflage? Il y avait une variation de terrain, des cailloux, du sable? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très difficile à analyser. En fait, on a eu 9 crevaisons, Mitsubishi en a eu 2. On sait qu'ils ont sollicité leurs pneus dans le cassant aux traces sur les jantes. Ils ont des jantes qui sont particulièrement meurtries. En ce qui nous concerne, on n'a pas de problème, on n'a pas rencontré de problème au niveau des jantes. Si tu veux, on n'a pas reçu de coups au niveau des jantes. Par contre, un très grand nombre de crevaisons. Peut-être que nos pilotes retardés ont cherché à rattraper un peu de leur retard dans cette partie-là en perdant un peu moins de temps que Mitsubishi dans ce terrain-là. Mais honnêtement, je n'ai pas de raison vraiment très bien analysée. Alors le terrain va changer un petit peu à partir de demain. On va venir dans le désert en bordure du Ténéré, des portions encore plus rapides avec du sable. On va modifier un certain nombre de choses sur les voitures? Alors, on a un certain nombre de choses que l'on va modifier. D'une part, la distance. La distance est très longue demain, plus de 700 km. Et par sécurité, compte tenu des crevaisons que l'on a eues aujourd'hui, on va donc mettre sur chaque voiture une roue de secours supplémentaire.
Ça, c'est un premier dispositif qui, en général, n'améliore pas la performance puisqu'on rajoute du poids, on rajoute une roue de secours à l'extérieur de la carrosserie qui, aérodynamiquement, est un frein et pénalisante. Donc, c'est surtout des dispositions de cet ordre-là, de manière à perdre le minimum de temps possible s'il se trouvait qu'on ait la même fréquence d'incidents qu'aujourd'hui. Voilà Christian, l'analyse qu'on pouvait faire à chaud ou plutôt à froid vu la température qui règne ici à Toumou avant l'étape qui nous mènera demain à Dirkou. Oui, ça c'est sûr Jean-Luc, c'est vraiment à froid. J'allais omettre de vous donner les classements à la veille d'une étape essentielle de ce Dakar 92. Auriol a donc gagné l'étape aujourd'hui, c'est sa deuxième victoire dans une spéciale. Vatanen était deuxième, Weber troisième, Shinozuka quatrième, Schlesser cinquième, Valdegarde sixième, Servia septième, Fontenay huitième. Vanberg 9e, X 10e et Bruno Sabi 82e à 4h57 minutes. C'est dire effectivement qu'il a perdu aujourd'hui la course. Au classement général, Hubert Auriol Mitsubishi en tête devant son coéquipier japonais Shinozuka à 7 minutes 59. Servia sur la Dai 3e à 8 minutes 30. Weber 4e, Mitsubishi encore à 27 minutes et 5 secondes. Jean-Louis Schlesser est 5e à 47 minutes 44. Valdegarde, premier pilote Citroën, 6e à 1h et 6 minutes. Vatanen est 7e. Il a gagné 5 places encore aujourd'hui, mais il est toujours à 1h30 minutes, 1h30 minutes 37 secondes précisément d'Hubert Auriol. Ambrosino est 8e, Pierre Lartigue 9e, l'Espagnol Tora sur Nissan est 10e à 2h18 minutes. Le premier des camions, c'est le Perlini de Francesco Perlini. Il est 21e à 4h14 minutes, juste devant Bruno Sabi qui est 22e au général à 4h16 minutes et 43 secondes. À Toumou, sur la ligne d'arrivée, vous voyez qu'il y a un homme qui est un peu froid, comme tout le monde ici. C'est Michel Merel. Michel qui va se retourner pour nous vers la caméra, qui attend toujours l'un de ses camions. C'est l'un des 4 camions d'assistance. Michel, vous êtes un peu inquiet? Oui, je suis un peu inquiet parce que le camion, il est 10h et des poussières. Le camion n'est toujours pas là et c'est maintenant devenu urgent parce qu'on a besoin de recharger les camions pour demain matin et faire la mécanique. Trolli, Morales. Trolli deuxième hier, Morales troisième aujourd'hui. Ils ont besoin de ce camion-là dans l'optique de la longue étape de demain, la plus longue du Dakar. Oui, je crois qu'il faut préparer les motos sérieusement. Nous avons déjà commencé le travail, bien sûr, hein, et les deuxième et troisième places des deux pilotes Salaven sont évidemment de bon augure. Maintenant, il faut absolument que ce camion soit là, notamment avant les 2 étapes qui viennent, qui sont des étapes très dures pour le rallye et qui vont permettre, je pense, aux pilotes de jouer une grande partie du résultat. Merci Michel et bon courage parce qu'il fait vraiment très froid, on vous le dit tous. Mais c'est vrai, on va, avant de parler moto, aller retrouver Jean-Luc Roy un peu plus loin dans le bivouac chez Toyota. C'est le point technique qu'on retrouve quotidiennement avec Jean-Luc. Avec l'équipe Duc de Bourgogne, vivez au cœur de la course. Ce soir, nous avons choisi de rendre visite à l'équipe Toyota, une équipe Toyota qui a réalisé un exploit aujourd'hui, on peut le dire, avec l'équipage Philippe Vanberg, Michel Ventourou, 9e de la spéciale aujourd'hui. Philippe, pas un peu surpris quand même par les performances de ce diesel? Tout à fait surpris, déjà depuis le début de l'épreuve, où je trouve que cette voiture est remarquable en tout point. Et je vous avouerai que je ne m'attendais pas à une telle performance aujourd'hui. Et je dirais que ça confirme la performance de la voiture. C'était possible pratiquement de suivre les essais sur un parcours relativement rapide par endroit. Tout à fait. Rapide, oui, on roule quand même à 180 chronos. C'est quand même très rapide pour un diesel. Et dans les parties cassantes, on est vraiment derrière, voire mieux que les voitures essence. Donc je crois que c'est une référence. Michel, sur le plan navigation, pas de problème aujourd'hui? Non, aucun problème. On a suivi scrupuleusement le roadbook et la carte, et puis en faisant référence au GPS de temps en temps, qui nous confirmait dans ce que l'on avait préparé. Voilà donc Philippe et Michel qui occupent un T2. Ici, nous allons nous diriger vers l'autre T2, toujours un diesel Toyota turbo qui délivre environ 250 chevaux. Bruno Picard, c'était une option délicate au départ de tout miser sur les diesels. Apparemment, jusque-là, en tout cas, ça paie. Bah effectivement, oui, on avait décidé de choisir le diesel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un excellent moteur, un 4 litres 2, très facile à préparer et à développer. En plus, on a fait le pari de développer en turbo intercouleur cette fois, 250 chevaux, 60 mètres kg de couple. Apparemment, ça paye puisque ça marche. Marc, un vieil Africain comme toi, pas dépaysé? Non, pas dépaysé, effectivement. On n'a pas l'habitude d'avoir un gros panache de fumée noire dans le rétroviseur, mais c'est tout ce que ça change parce que ça marche vraiment très très bien. En tout cas, vous êtes tous les trois pour le moment parmi les 20 premiers du classement général. C'est une belle performance. On va passer maintenant en revue la 3e machine qui occupe la 18e place du classement général, celle de Gérard Sarrazin qui est cette fois engagé en marathon. Gérard, 220 chevaux, j'allais dire seulement en marathon, c'est déjà pas mal. Oui, 220 chevaux, c'est la même que l'année dernière. C'est la même moto qu'on a remis en route après une petite révision. C'est une preuve de fiabilité et elle est toujours là et elle va bien.
Quelles sont vos ambitions? Évidemment, la victoire en marathon, mais au général, on peut miser une place, peut-être dans les 10-12 premiers? On avait eu la chance l'année dernière de finir en effet dans les 10 premiers, puisque nous avions fini 9e au général. Si on pouvait rééditer ce résultat, on serait très très heureux étant donné le plateau qu'il y a. Voilà Christian, donc le point ce soir chez Toyota, où on peut déjà se réjouir des performances. Évidemment, on est encore loin du cap, mais enfin, la piste va être un peu plus sinueuse après, et là, le diesel pourra jouer sur le couple. Avec l'équipe Duc de Bourgogne, vivez au cœur de la course. C'est fini pour la course des autos, mais surtout restez avec nous sur la 5 dans un instant de la compétition moto qui était très dense aujourd'hui encore. Certains favoris sont restés au tapis, ils ont pratiquement perdu le Dakar. Il en reste encore 8 pratiquement qui peuvent gagner. On voit tout ça dans un instant avec Philippe Bruet et Gilles Couder. A tout de suite. C'est le nouvel album des Disney. On n'a rien inventé de neuf pour rigoler. Existe en disque compact et en cassette. A tout de suite. Alpha 164, une classe à part. La fête sur la 5 avec Ouragan sur le Ken. Je prends la suite, commandant. Nous faisons route pour tenter le plus grand débarquement de cette guerre. Tout homme étant vu sans casque ou sans gilet de sauvetage sera privé de 3 jours de permission. Humphrey Bogart aux commandes d'un bateau ivre de haine. Le commandant Quick présente tous les symptômes de la paranoïa aiguë. Alors, l'un de vous, messieurs, peut-il expliquer ce qu'est devenu le quart de fraise manquant? Un bâtiment à la dérive vers les portes de l'enfer.